heureux. On continue dans le sport. C'est un domaine qui me tient particulièrement à cœur également. Donc, pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, j'ai passé 10 ans dans l'armée de terre française à servir. C'est un point commun que j'ai avec toi, Goulven. Et la première fois que je t'ai rencontré et que j'ai vu ton image, j'ai dit, ce gars-là, il a une tête de Milouf. Il a fait ses classes un jour dans sa vie. De vif, hein. Donc, merci beaucoup. Je suis très heureux de t'accueillir ici. Et voilà, la place à Goulven. Tristan, merci. Merci à toi, Oli. Merci à vous. Vous avez la patate? Ouais. Vous avez la patate? Ouais. Donc moi je vais vous présenter, donc ma thématique c'est devenir architecte et acteur de sa vie. Donc je vais me présenter, donc moi c'est Goulven Tristan, 36 ans. Comme le disait Olive, donc ancien militaire, enfin ancien pompier de Paris, où j'ai servi pendant 11 ans pour les pompiers de Paris. Je suis toujours pompier volontaire parce que j'aime bien ce métier. J'aime bien cette famille, cette camaraderie, cette cohésion, donc c'est pour ça que je suis resté je suis encore pompier volontaire, où je prends encore quelques gardes tous les mois à Plaisir, dans les Yvelines, et j'habite à Toulouse. Donc voilà pour la présentation. Donc là, je vais vous présenter donc, la thématique, donc devenir architecte et acteur de sa vie, pour vous aider à construire votre réussite. Alors pourquoi cette thématique? En fait, je vais vous raconter un peu toute mon expérience, tout mon vécu, tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu entreprendre, parce que je suis le premier surpris de tout ce que j'ai réussi à faire, tout ce que j'ai réussi à entreprendre, tout ce que j'ai réussi à mettre en place. Ça va être dans la continuité du discours de Johan, du discours de Thierry, du discours d'Enzo. Voilà, ça va être un mix de tout ça, mais avec ma propre histoire, pour vous montrer que tout est possible, mais vraiment tout est possible. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de construire votre réussite. C'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est que vous repartiez d'ici. Déjà, vous allez repartir, vous allez quitter cette salle à la fin de cette journée. Vous ne trouverez plus aucune excuse. Ça, je peux vous le garantir que les excuses, vous allez les bannir. Avec ce que je vais vous montrer, avec les quelques vidéos, avec tout ce que je vais pouvoir vous raconter, les excuses, je peux vous dire que les excuses, vous allez les bannir de votre langage. Donc, on va commencer. Donc, pour commencer, qu'est-ce que l'épigénétique? Qui sait ce que c'est l'épigénétique dans la salle? Une personne, 3, 4. Le phénomène de l'épigénétique. Donc, il y a pas beaucoup de monde. Donc, pour vous expliquer qu'est-ce que le phénomène de l'épigénétique, j'ai pris cette image. Cette image, c'est quoi? C'est des œufs de tortue. Alors pourquoi des œufs de tortue? Parce que la tortue, quand elle pond des œufs, elle les enterre dans le sable, elle les recouvre de sable, et selon la chaleur, ça va être un mâle ou ça va être une femelle. C'est la chaleur qui va décider du sexe de la tortue. Chez l'être humain, ça fonctionne exactement de la même façon. C'est les gens que vous allez fréquenter, c'est vos connaissances, donc les gens que vous allez fréquenter, qui vont décider un peu entre guillemets de la personne que vous allez devenir, de la personne que vous allez devenir. C'est-à-dire que je prends un exemple, je prends Olive. Olive, je le mets pendant 1 an avec 5 personnes qui tous les jours jouent aux jeux vidéo, boivent de la bière. Et Olive, il va devenir comme eux. Ça va être un geek, il va faire que jouer aux jeux vidéo, boire des bières, ceci, cela. Je prends ce même Olivier qui connaît rien en entrepreneuriat, rien en immobilier, rien dans tous ces domaines, et je le mets pendant 1 an à fréquenter 5 millionnaires qui pendant toutes les journées par entrepreneuriat, immobilier, bourse, crypto-monnaie, tout ce que vous voulez, e-commerce et compagnie, même s'il n'y connaît rien, Olivier, à un moment donné, son cerveau, il va se câbler comme eux. Voilà, c'est naturel. Donc le phénomène de l'épigénétique, tout simplement, c'est avant de commencer un projet, avant d'entreprendre, déjà fréquenter les bonnes personnes. Allez fréquenter comme vous le faites aujourd'hui. Vous venez à un séminaire, vous venez vous former auprès de personnes qui ont réussi, qui sont déjà passées à l'action dans la thématique que vous voulez, sur laquelle vous voulez travailler, ça va être ça, le phénomène de l'épigénétique. Avant de commencer un business, entourez-vous de personnes qui ont déjà réussi, qui ont déjà atteint les objectifs que vous voulez vous fixer. Et ce sera la meilleure façon de les réussir. Arrêtez d'aller écouter les amis, arrêtez de couper toute source de pollution négative avec les médias, les journaux, les magazines. Tout ça, ça sert à rien. Voilà, allez voir des gens comme vous le faites aujourd'hui, qui vont vous raconter leur histoire, qui ont déjà vécu ce que vous allez vivre. Et c'est la meilleure des manières de réussir votre projet. Autorisez-vous à vivre votre vie. Comme moi, je me suis autorisé à vivre la mienne. Ça va commencer vos projets par une introduction. Qu'est-ce que je veux dire, commencer vos projets par une introduction? Moi, déjà, je le vois beaucoup dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier. Des gens qui viennent me voir. Tu sais, Goulven, moi, je peux pas investir. C'est pas possible. Je suis en intérim. Je suis en CDD. Je suis au SMIC. Je peux pas investir. Je fais, mais est-ce que déjà, tu as fait la première démarche d'aller voir ton banquier pour savoir quelle enveloppe tu pourrais disposer, savoir si ton projet il est viable ou non, si c'est possible ou non d'investir. Et la plupart des gens, non. Ils ont même pas été démarchés le banquier qui viennent me voir en me disant je peux pas investir. Et du coup, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la société qui décide pour eux.
C'est la société qui vont décider si oui ou non ils sont capables ou ils sont aptes à investir ou pas. Et dans la société, elle va vous dire quoi? La société va vous véhiculer quoi? Elle va vous véhiculer que vous êtes en intérim, vous pouvez pas investir. Vous êtes au SMIC, vous pouvez pas investir. Vous êtes au chômage, vous pouvez pas investir. Non, c'est faux. La personne qui veut investir, elle investira. Mais la plupart des gens, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le sport, des gens qui viennent me voir, qui font 80, 90, 100, 110 kilos, c'est bien ce que tu fais, moi je voudrais faire un marathon, mais je peux pas le faire. Je fais pourquoi tu peux pas le faire? Bah, regarde-moi, je fais 90, 100, 110 kilos, je peux pas le faire. Et encore une fois, c'est la société qui décide pour eux. Moi, vous allez voir la suite de mon histoire, par où j'ai commencé, avec les quelques capacités intellectuelles et physiques que j'avais au début, vous allez voir ce que j'ai réussi à faire. Parce que moi, à aucun moment, la société, elle a d'impact sur moi. J'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Ça se termine en échec, en victoire, peu importe. Si c'est un échec, j'arrive suffisamment à prendre de recul, ou j'ai l'intelligence suffisante pour en tirer des conclusions et pour pouvoir recommencer ce challenge plus intelligemment. Mais peu importe, que ce soit de l'entrepreneuriat, du sport, peu importe le challenge que vous vous fixez, vous avez envie de faire quelque chose, commencez votre histoire, commencez votre projet par une introduction. Et ne le commencez pas en allumant la télévision ou en écoutant des gens qui n'y connaissent strictement rien dans ce domaine et qui vont vous décourager, qui vont vous dire « tu peux pas le faire, t'as pas les connaissances, tu peux pas le faire. Tu fais 100 kilos, tu peux pas le faire. » Voilà, il y en a qui sont témoins dans la salle. Audrey, il y a pas plus de... La semaine dernière, j'ai motivé quelqu'un voilà, qui avait la volonté de le faire, Jonathan Mélitis, il y en a qui le connaissent, il fait 117 kilos, et ben je lui ai lancé le challenge de faire un marathon. Et c'est lui qui l'a voulu, ce oui, il est venu de lui, il est venu de son cœur. Et voilà, parce qu'il était aussi pollué par la société, par rapport à son poids, par rapport au fait c'est pas un grand sportif, mais t'es pas un grand sportif, tu fais 117 kilos, ok, ça reste des chiffres. Est-ce que tu as la volonté de le faire? Est-ce que tu as envie de le faire? On a discuté, j'ai vu qu'il était motivé, il avait envie de relever ce challenge, il a signé en mars 2019, je le fais avec lui, et il y aura Mike aussi qui est là dans la salle, et tous les trois, on va le faire avec lui. Et voilà, et on va l'encourager. Voilà, et le fait de le faire, il va tomber plein de croyances limitantes, et il va s'éclater. Ne laissez plus la société, les chiffres, décider pour vous, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je vais vous raconter mon histoire, on m'a mis en avant, vous avez appris que j'avais été champion du monde ultra triathlon en 2016, mais cette histoire, elle a failli ne pas se produire. Ne pas se produire, pourquoi justement? Par rapport à cause de la société. Parce qu'en 2011, moi je fais de la course à pied, j'avais un certain fond, je faisais beaucoup de courses à pied, des semi-marathons, marathons, après j'ai découvert les trails, courte distance, longue distance, très longue distance, mais je faisais que courir, je savais que courir. Je faisais pas de vélo, je savais pas nager. Quand je dis je savais pas nager, je nageais vulgairement à la brasse. Et pareil, on en revient toujours au phénomène de l'épigénétique. Moi je suis quelqu'un, je discute beaucoup, je suis ouvert à beaucoup de choses, je m'intéresse à énormément de choses, et à force de côtoyer ce monde de sportifs, il y a un mot qui arrive à mes oreilles, c'est le mot Ironman. Sauf que le mot Ironman, aujourd'hui, c'est un mot qui fait très peur. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu au début, le mot Ironman, homme de fer. La première fois que je l'ai entendu, je fais « waouh, c'est quoi ce mot ?» Et j'étais voir mon meilleur ami Google. J'étais voir Google, 3 km 8 de nage, 180 km de vélo, un marathon. J'ai fait « ok, d'accord, ça c'est pas pour moi, ça va être compliqué. » Puis ce mot, il revient une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et j'aime bien les challenges, j'aime bien me challenger, j'aime bien les défis. Je me suis dit « bon allez, je vais le faire. » Et la petite histoire, je crois qu'on est en 2009 ou 2010. Je suis de garde à la caserne, à plaisir. Je suis en tenue, j'ai mon bic d'intervention. Et là, je suis devant l'écran. Et je veux m'y inscrire. Sauf que j'ai l'habitude de payer des 50 €, 150 € pour les courses les plus prestigieuses. Et là, j'arrive au moment de payer pour l'Ironman de Nice et je vois, tarif 500 €. Je suis en plein dans les investissements et j'ai pas 500 € à mettre dans une course, quoi, à mettre dans un délire, entre guillemets. Et là, je bloque. Je le fais pas. J'ai mon bic d'intervention qui sonne. Je ferme l'écran, je pars sur intervention et ça sort de ma tête un peu, ce défi de l'Ironman. Il reviendra 6 mois plus tard. Et 6 mois plus tard, je suis encore de garde, devant le même ordinateur à la caserne, mon bip est toujours là, et je me rappelle de ce moment où 8 mois ou 1 an après, je n'ai pas su prendre mes responsabilités. Et là maintenant, j'ai toutes les informations. Je connais le prix, ma situation financière n'a pas forcément évolué. Je suis toujours dans les investissements, j'ai toujours pas 500 € à mettre dans une course. Mais je me dis, je vais prendre mes responsabilités. J'en ai marre d'entendre la société me dire qu'un Ironman c'est compliqué, de lire des magazines qui t'annoncent qu'un Ironman, il faut déjà avoir une base solide en triathlon, c'est 6 mois de préparation. Là, quand je m'inscris, on est déjà 6 mois, c'est juste 6 mois avant la course. Je nage vulgairement à la brasse, j'ai pas de vélo, je fais que de la course à pied. Je fais tant pis, je vais prendre mes responsabilités et je vais aller voir de moi-même ce qu'est un Ironman. Et c'est moi-même qui vais décider si oui ou non je suis capable de le faire. Et à aucun moment, c'est la société qui va décider pour moi. Je prends mes responsabilités, ça a été très compliqué.
Mais bon, je valide, je paye, j'en parle à personne. À personne, parce que je sais que je vais me faire dégommer. Je sais que je vais me faire lyncher si j'en parle à qui que ce soit, parce que tout le monde connaît mon niveau sportif. Et 2 mois après, je pars sur intervention avec un mec qui a un niveau national en triathlon. Et je conduis, et là il me regarde avec un grand sourire, il me fait « Tu sais Goulven », c'est l'histoire de Rémi, ce fameux Rémi, qui me dit « Je vais m'entraîner comme un enculé pendant 2 ans, et l'année prochaine, et dans 2 ans, je m'inscris à l'Ironman de Nice. » Et là je le regarde, dans ma tête je suis obligé de lui dire « Tu sais quoi Rémi, moi je le fais cette année. » Et là il me regarde, il me fait « C'est pas possible, tu sais même pas ce que c'est un Ironman, tu sais même pas nager de toute façon. » Je fais 6 et 3 km 8 de nage, 180 km de vélo, un marathon, et ça a lieu le 26 juin prochain à Nice. Il me fait « Mais t'es complètement baisé. » Je fais « Ouais, ça je sais, mais voilà. » Et pendant 1 mois, il n'a pas arrêté de me critiquer, il y a des distances qui sont créées entre nous deux. Tous les après-midi, je faisais encore des sports de combat à cette époque-là, et tous les après-midi, je faisais du sac de frappe. Je faisais que sac de frappe, corde à sauter, et du renforcement et du cardio. Et il me regardait, et tous les après-midi il me regardait, il me dit « Mais si tu crois que c'est en tapant dans ce sac que tu vas finir ton Ironman, mais t'as rien compris au triathlon. » Je fais « Moi mais Rémi, je me connais parfaitement, je sais parfaitement la préparation physique qu'il me faut. Je savais tout simplement c'est que j'étais incapable de tenir 2 mois à nager et à faire du vélo, et pendant 4 mois faire nager et faire du vélo, enfin des entraînements vélo. Et je savais que je pouvais le faire 2 mois, et ce que je voulais c'était le faire les 2 derniers mois pour arriver dans la continuité de la compétition. Donc en fait, je me suis entraîné à vélo. Mon vélo, je l'ai acheté 3-4 mois avant au Trocathlon. J'ai commencé à nager la brasse en piscine pour savoir si j'étais capable de nager 3 km 8 en moins de 2h15. En piscine, je nageais ça en 1h55, donc j'étais content. Et j'ai fait ça 2 mois avant pour arriver dans la continuité de la compétition. Mais tout ça pour vous dire quoi? En fait, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est la morale de l'histoire. La morale de l'histoire, c'est que j'ai terminé cette compétition. C'est comme je le dis, je me suis lavé intérieurement. J'ai tombé énormément de croyances limitantes, mais j'ai tombé un paquet de croyances limitantes. La même année, je fais le Mont Blanc en solitaire, alors que j'ai jamais fait de montagne. J'ai décidé de monter à 4800 mètres, voilà, sans guide, tout seul, avec ma corde, mon harnais, mes piolets et compagnie. Donc je suis monté, j'ai réussi à faire ça. J'ai encore tombé énormément de croyances limitantes la même année. Et c'est qu'en fait, j'ai continué à faire des Ironman. J'ai découvert qu'il existait des doubles Ironman, des triples Ironman et compagnie, qu'il existait un circuit mondial. Et en fait, 5 ans plus tard, je fais champion du monde d'ultra triathlon. Mais la morale dans tout ça, c'est pas le titre. Le titre, j'ai pas envie de dire qu'on s'en fout. Mais la morale dans tout ça, c'est que si j'avais écouté la société, d'une part, j'aurais jamais fait l'Ironman de Nice en 2011, et donc du coup, j'aurais jamais été champion du monde d'ultra triathlon. Parce que la société en aurait décidé autrement. Et la société, elle a un pouvoir d'exécution sur vous qui est juste énorme, mais qui est juste impressionnant. C'est pour ça qu'il faut décider par vous-même. Et décider par vous-même, ça commence par une introduction. Peu importe le projet, comme je vous le disais, commencez-le toujours par une introduction. Et je peux vous garantir que derrière une introduction, il se cache des choses, mais merveilleuses. Voilà, on m'aurait dit en 2011, quand je suis parti de l'hôtel jusqu'à la ligne d'arrivée avec mon père, où il n'y a pas eu un seul échange entre nous deux. Parce que je peux dire que ma motivation à ce moment-là, sur une échelle de 10, elle était à 1. C'était le 1 qui me permettait de rester debout, c'est tout. Sinon, j'avais envie de partir en courant où je me serais évanoui tellement que j'étais pas bien au départ de la course. Je me demandais, mais qu'est-ce que je fais ici? Et quelques heures après, de 1, c'est passé à 10. J'ai fait, waouh, j'ai réussi à terminer cet Ironman. Et après, mais vous tombez tellement de croyances limitantes. Donc c'est pour ça, voilà, ne laissez plus la société et les chiffres décider pour vous. Pour devenir tout simplement, comme je vous le disais, une meilleure copie de vous-même. Et tomber plein de croyances limitantes. Avoir une ouverture d'esprit et prendre conscience que ça existe et que c'est possible. Là, je vais faire un parallèle avec l'immobilier. Comment vous voulez faire quelque chose? L'ouverture d'esprit, c'est quelque chose de très très important. Parce que plus vous aurez une grande ouverture d'esprit, plus vous allez rencontrer de personnes, plus vous allez être au courant de ce qu'il est capable de faire ou non. Et le parallèle que je vais faire avec l'immobilier, quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, les 5 premières années, j'ai acheté que des studios. J'ai acheté 14 studios. Et les studios, pourquoi, je me suis posé la question, pourquoi j'ai acheté des studios? Tout simplement, c'est que je ne savais pas que je pouvais acheter des immeubles de rapport. Parce que je ne savais pas que ça existait. Je ne savais pas que c'était possible. Tout simplement parce que je ne m'étais pas formé. Je n'avais pas rencontré des personnes qui m'avaient appris que c'était possible, qui m'avaient mis sur cette voie. Donc c'est pour ça que l'ouverture d'esprit, c'est vraiment quelque chose de très très important. Ça va tout simplement vous montrer ce que l'être humain est capable de faire, ce qu'il existe dans votre domaine de prédilection. Et à partir du moment où vous allez savoir que ça existe, savoir que c'est possible, ça va vous permettre de passer à l'action. Mais vous ne pourrez pas passer à l'action dans quelque chose dont vous ignorez l'existence.
C'est pour ça que l'ouverture d'esprit, c'est quelque chose de très très important dans le business. Que ce soit dans le business, dans le sport, enfin dans tout domaine de la vie. Donc avoir un rêve, tout simplement, c'est déjà savoir que ça existe, que c'est possible. Après, ça va se découper en deux parties. 50% le vouloir, faites en convaincre votre esprit. Vous dire, ok, c'est ce que je veux faire, j'ai envie de faire ça. Là, vous avez fait la première étape. Vous en avez convaincu votre esprit que vous pouvez le faire, que vous voulez le faire. Et la deuxième partie, c'est là où il y a énormément de gens qui bloquent et qui arrêtent. Ben, c'est le passage à l'action, c'est l'implémentation. Et pourquoi l'être humain, il a du mal à passer à l'action, il a du mal à implémenter? Parce qu'il y a cette putain de croyance limitante. Parce que l'être humain, il a peur. Parce qu'il a peur de l'échec, surtout. Parce qu'en France, l'échec, c'est considéré comme une honte. Et il se dit que s'il va avoir un échec, peut-être qu'il va pas être capable de s'en relever. Ou peut-être qu'il n'est pas prêt aussi à assumer tous les gens qui vont se moquer de lui ou d'elle. Et ces gens qui vont venir vers vous et qui vont vous dire, tu vois, on te l'avait dit que c'était pas possible. Ben, c'est pas grave s'il y a un échec. Plus il y aura d'échecs, plus vous aurez de réussite. Donc 50% le passage à l'action. Et ça, c'est votre volonté, il n'y a rien à faire. C'est votre volonté qui va vous faire passer à l'action. Il faut passer à l'action. C'est bien beau d'être, comme certains le disent, comme Maxence Rigotier, d'être des suceurs de livres, où, je trouve ça mignon, d'avoir des connaissances et des connaissances, mais à un moment donné, ces connaissances, il faut les mettre en pratique. Il faut implémenter tout ce que vous allez apprendre. Donc c'est super intéressant, c'est super important de passer à l'action. Donc pour récapituler, avoir l'ouverture d'esprit nécessaire, voilà, pour savoir que c'est possible, que ça existe. Le vouloir au fond de vous-même, ça doit vous prendre dans les tripes, ça doit vous prendre dans le ventre, de vous dire, voilà, je veux ça maintenant. Et une fois que vous voulez, une fois que vous avez décidé que vous voulez ça, eh bien, il faut passer à l'action. Et c'est ce qui va vous permettre de réussir. La visualisation, je fais énormément de visualisation dans le quotidien. L'exemple de Jim Carrey. Jim Carrey, voilà, il y en a beaucoup parmi vous qui doivent connaître l'histoire de Jim Carrey. Il s'était signé un chèque de 10 millions de dollars, il l'avait mis en face de son bureau, et tous les jours il le visualisait, tous les jours il le voyait. Et tout simplement, ça lui a permis tout simplement de réussir cet objectif. Alors la visualisation, je vais vous l'expliquer un peu, parce que c'est pas le tout de se faire un chèque de 10 millions d'euros demain, de le regarder, de se dire c'est bon, je vais avoir 10 millions d'euros. Dans la visualisation, ça se passe pas comme ça. La visualisation, encore une fois, il faut en convaincre son esprit. Une fois que vous en aurez convaincu votre esprit, il va agir différemment. Aujourd'hui, il va agir différemment. Aujourd'hui, si vous n'avez pas pris la décision au fond de vous-même de vouloir entreprendre, que ce soit dans l'immobilier ou dans l'e-commerce, si votre esprit n'est pas au courant, il ne va pas détecter qu'il y a telle ou telle personne qui discute du sujet ou qui discute de ce que vous voulez devenir. Je prends un exemple, je n'ai pas convaincu mon esprit, j'ai deux personnes qui sont à côté de moi et qui parlent entrepreneuriat, qui parlent immobilier, à aucun moment mon esprit, il va tilter, il va faire le rapprochement entre leur discussion et ce que je veux devenir. Parce qu'à mon esprit, je n'aurais rien dit. Par contre, demain, mon esprit, je lui dis, Goulven, on va aller décrocher 10 appartements, on va aller décrocher le 1 million d'euros, et je le veux, et il faut que j'y arrive. Les deux mêmes personnes qui sont là, en train de discuter entrepreneuriat et immobilier, mon esprit, il va entendre leur discussion. Et il va savoir que leur discussion est en parallèle de ce que je veux devenir, de ce que je veux mettre en place. Et du coup, naturellement, je vais aller voir ces deux personnes. Mon esprit va me chuchoter à l'oreille, hey, il y a deux mecs qui sont à côté de toi, là, qui sont en train de discuter de ce que tu veux devenir, de ce que tu veux mettre en place, et naturellement, je vais aller les voir. Donc, mais pour ça, en amont, il faut en avoir convaincu son esprit. Sortir de sa zone de confort. J'ai passé 4 années, ça c'était sous une voûte, dans une chambre à l'armée, dans une caserne. C'était une chambre qui devait faire à peu près 40 mètres carrés, et on était 6-7 à la partager. Et mon petit coin, il faisait 4 mètres carrés. Vous pouvez voir mon lit, un lit de place, une armoire où j'avais mes vêtements pompiers civils, une autre petite armoire où j'avais mes dossiers administratifs, et un tout minuscule bureau en bas à droite. Et en fait, ça c'est la première image, c'est ce que j'ai commencé à visualiser, je me souviens, c'était en décembre 2007, ou 2006, je crois que c'est 2007, où j'ai décidé d'acquérir 10 appartements. Alors 10 appartements, parce que c'est un chiffre rond, parce que j'avais été voir un courtier, avec sa formule de calcul, que j'ignorais au début quand j'ai commencé à me renseigner, il m'avait montré que je pouvais acheter 10 appartements naïvement, et naïvement j'y ai cru. Et je me suis dit, pour mettre ce projet en place, j'avais acheté déjà mon premier studio. Mon premier studio, je l'ai mis en location, et j'ai décidé de dormir à demeure dans cette caserne. Alors, dans cette caserne, 7 jours sur 7, j'avais pas le droit de faire venir de famille, ni d'amis, dans un camp militaire. Mais moi, je m'éclatais dans cette chambre. Parce que j'avais un projet. Parce que j'avais visualisé que je voulais 10 appartements. Parce que j'avais visualisé que je voulais devenir une autre personne. Et personne ne comprenait comment je m'éclatais, comment j'ai réussi à rester 4 ans dans cette chambre. Parce que j'avais un objectif. Et moi, dans cette chambre, je m'éclatais.
parce que je savais que c'était un bon moyen justement pour réaliser mon projet. Donc voilà, à un moment donné, il faut sortir de votre zone de confort. Voilà, faut faire le point sur votre vie, qu'est-ce que vous pouvez supprimer, qu'est-ce que vous pouvez modifier justement pour réaliser votre projet, pour mettre en place votre projet, pour entreprendre ce que les meilleurs n'osent pas faire. Ce que je veux entendre par là, c'est que j'ai jamais été le premier de la classe dans l'immobilier. Par contre, j'étais focus sur mon projet. Voilà, j'avais pas beaucoup de connaissances, mais le peu de connaissances que j'avais dans l'immobilier, j'ai su les travailler et j'ai su les mettre en pratique et j'ai surtout su les implémenter. Voilà, j'étais loin d'avoir toutes les connaissances, mais le peu que j'avais, je les ai mises en action, je les ai implémentées et c'est comme ça que j'ai commencé à entreprendre. Et plus vous avez, et comme le fait de lancer cette locomotive, vous allez faire des rencontres, vous allez apprendre de plus en plus de choses et ce sera de plus en plus facile d'entreprendre par la suite. Voilà, vous aurez confiance en vous. Dire stop aux excuses. Et c'est là où on va aller très loin avec cette thématique. Donc c'était les clés de ma réussite. Ce que je me trouve aucune excuse. Trouver la solution au lieu de trouver des excuses. Alors c'est bien beau de le dire, mais comment on fait? En fait, c'est juste une gymnastique, on en revient à la psychologie encore, c'est juste une gymnastique intellectuelle. On se trouve tous des excuses. Enfin moi, pour ma part, ça fait au moins 10 ans, aujourd'hui je suis incapable de me trouver une excuse. Mais incapable. Parce que mon cerveau, je l'ai formaté pour trouver des solutions. Vous me demandez de trouver une excuse aujourd'hui, je vais devoir réfléchir. Voilà. Ça va être vraiment compliqué. Et comment on trouve des solutions au lieu de trouver des excuses? Faut prendre ça comme un jeu. Ça va vraiment être un jeu. Faut vous écouter parler. Vous écoutez parler, et à un moment donné, vous trouvez une excuse, vous mettez sur pause. Et là, vous vous dites, attends, là, je suis en train de faire de la merde. Je suis en train de trouver une excuse au lieu de trouver une solution. Vous mettez sur pause et vous vous amusez à un jeu. Vous dites, qu'est-ce que je pourrais trouver comme solution au lieu de cette excuse? Parce que la question qu'il faut vous poser, c'est à combien de moments dans la vie les excuses vous ont permis de réaliser un projet? Combien de fois? 0. Pourquoi continuer à se trouver des excuses? Moi, des excuses, j'aurais pu les ramasser par terre. Avec mon salaire de pompier. Avec mon salaire de pompier, quand j'ai voulu acheter 10 appartements, des excuses, j'aurais pu les ramasser par terre. Voilà, moi je gagnais 1 750 € par mois, j'avais strictement aucune connaissance en immobilier, donc déjà j'avais les deux principales excuses pour ne pas passer à l'action. Pareil dans le triathlon, je savais pas nager, je nageais que vulgairement à la brasse, j'avais pas de vélo, des excuses j'aurais pu en ramasser, pour me dire je serais pas champion du monde ultra triathlon. Mais je sais pas trouver des excuses. Parce que mon cerveau, je l'ai switché pour trouver uniquement des solutions. Mais il faut le prendre comme un jeu, ça va pas venir du jour au lendemain. Ça dépend à quel stade vous en êtes. Ça vous prendra peut-être plusieurs jours, une semaine, peut-être plusieurs années. Mais ça doit être, faut agir pour que ce soit un jeu. Faut vraiment vous amuser. Voilà, revoir votre attitude. Votre attitude va dépendre de l'altitude où vous allez aller. Ouais. Et là, tout ce que je viens de vous dire, justement, on va en parler avec une vidéo. La plus belle des vidéos, l'une des plus belles expériences sportives que j'ai vécues. Du vélo, la clé du fauteuil, j'ai pas de combinaison. Donc je pars quand même en natation, je vais avoir peu de fois, mais c'est pas grave. Le vélo et le fauteuil arrivent normalement, arrive normalement à 10 h, donc vous comptez 11 h. Je me suis fait... Alors je récapitule un peu là on se trouve au Mexique. C'est Dominique Benassi, on est un DK Ironman. DK Ironman, donc là on a une compétition au Mexique, on va faire un Ironman tous les jours pendant 10 jours. Il faut savoir que Dominique Benassi, à cette compétition, les excuses, il aurait pu en ramasser, mais il aurait pu en ramasser un sac entier. Déjà, il faut savoir que Dominique Benassi, il est unijambiste. Donc, unijambiste, il lui manque une jambe, mais ça n'empêche pas de s'inscrire à un DK Ironman. En plus, qu'il lui manque une jambe, là, on est à une demi-heure du départ, il a reçu aucune de ses affaires. Il n'a pas son vélo, il n'a pas son fauteuil roulant, il n'a pas sa combi, il n'a rien. Il est à poil, il a strictement rien du tout. Donc, on lui prête un maillot de bain, un t-shirt. Là, on se trouve à Léon, c'est à presque 2000 mètres d'altitude au Mexique. L'eau, elle est à 15-16 degrés. On est tous en combinaison. Je peux vous dire qu'en combinaison, moi, j'avais même des surchaussures, enfin des gros chaussons pour y aller tellement que l'eau était froide. Et moi, ce que je vais vous faire, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est son état d'esprit. C'est ce qu'il va dire. Là, il est 7h30, on a une demi-heure du départ. Alors, j'ai toujours pas ma caisse du vélo, la caisse du fauteuil, j'ai pas de combinaison. Donc je pars quand même en natation, je vais certainement avoir un peu froid, mais c'est pas grave. Je vais certainement avoir un peu froid, mais c'est pas grave. Déjà, il relativise tout. Le vélo et le fauteuil arrivent normalement, arrivent normalement à 10 h, donc il faut compter 11 h. Je me suis fait prêter un vélo par l'organisation, c'est un cyclocross, je vais pas crever au moins. Un pinarello, c'est bon. J'ai juste les réglages à faire.
On lui prête un vélo, il est content. Il va avoir une bicyclette comme tout le monde. Il est content, c'est de la marque, c'est un Pinarello. Il va juste avoir, comme il le dit, j'aurai juste quelques réglages à faire, sauf qu'il lui manque une jambe, il n'y a strictement rien qui est adapté pour lui. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui est incapable de se trouver des excuses. Lui, pour lui, il a un vélo comme tout le monde, voilà, donc ça lui suffit. Après, il va improviser, il va voir comment il se débrouille, mais il a son vélo. C'est le plus important. Et le temps que je fasse les 180 bornes de vélo, je pense que la caisse arrivera et je pourrai préparer mes affaires et aborder ces DK Ironman avec un peu plus de sérénité, mais tout cela n'est rien en comparaison des joies que nous procure l'amour, comme le disent si souvent ceux qui sont derrière la caméra et dont je vous montrerai à la fin de ce périple comment ça se passe. Et voilà, donc on y croit, hein. Il fait beau, on ne nous tire pas dessus, on ne va pas en prison après, donc c'est que du bonheur. Oui, l'état d'esprit. Là, on est tous en combinaison. Et lui, il a juste un t-shirt et boule-bite. C'est tout. Et un bonnet. Et une paire de lunettes. Qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, de toute façon, je vais sûrement partir au carton, ça va sûrement mal se passer. Mais encore une fois, il veut commencer ce challenge par une introduction. Il commence par une introduction et il va improviser pendant la nage. Il va voir ce qui va se passer. Il va pas se dire, comme l'aurait fait 99% des athlètes, c'est bon, j'ai pas mon vélo, j'ai pas mon fauteuil roulant, j'ai pas ma combinaison, j'arrête. Non, lui, il est pas comme ça. Pareil, lui, il est arrivé à un tel niveau de mindset qu'il connaît plus les excuses. Il est uniquement animé par les solutions. Donc il se dit, je vais y aller, on va voir comment ça se passe. Je vais pas me donner perdant avant même d'avoir commencé. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va tomber, il va être en hypothermie au bout d'1,9 km. Donc là, il sort, il est en hypothermie. C'est pas grave. Ça lui a permis de réfléchir, de trouver des solutions. Il se dit, ça sert à rien de continuer. Si je continue, je vais au carton, je vais faire un malaise, ça va pas être possible. Il se dit quoi? Il se dit, je sors à 1,9 km, je vais attendre que le premier sorte. Et quand le premier sera sorti, je vais être intelligent, je vais prendre sa combinaison et je vais pouvoir reprendre la compétition. Entre temps, ça sert à rien qu'il insulte la terre entière parce qu'il lui manque ceci ou cela. Il se réchauffe, il fait une sieste d'1 heure, il attend que le premier sorte. C'est quelqu'un qui est très intelligent parce que c'est quelqu'un qui trouve uniquement que des solutions. Donc là, il se réchauffe, il attend que le premier arrive et il va reprendre la compétition avec une combinaison cette fois-ci. Donc il aura trouvé des solutions pour la première épreuve qui est la natation. Après, il reste encore le vélo, la course à pied. Là, on lui prête sa combinaison. Dominique Benassi, si vous voulez en retrouver, il y a pas mal de vidéos sur YouTube. Celle-ci, en l'occurrence, c'est une vidéo qui circule énormément sur YouTube. Donc voilà, il a trouvé aucune excuse. Donc déjà, le fait d'avoir trouvé aucune excuse, déjà il a terminé 3,8 km alors qu'il n'avait même pas de combinaison. Mais comme il est animé par les solutions, il a déjà terminé ça. Après, on lui prête un vélo. Pareil, le vélo, si vous arrivez à le voir, il n'a même pas les mêmes chaussures. Au début, il essaye avec une jambe métallique, mais il voit que ça ne marche pas, donc il enlève sa prothèse. Donc du coup, il n'a qu'une jambe pour pédaler, il a rien pour... il a rien pour lui. Donc là, il a enlevé sa prothèse. Le vélo est absolument pas adapté à son handicap. Je crois qu'il va faire à peu près 20 ou 30 km comme ça. Le temps que sa caisse, le temps que son vélo arrive. Pareil, il n'a aucune logistique. Il a juste l'une de ses filles pour l'aider. Donc là, ses caisses sont arrivées, donc il doit sortir de la course pour monter son vélo lui-même. Et ensuite, pour monter son fauteuil lui-même, il a personne pour l'aider. Encore une fois, il s'en fout. Il n'est pas là pour savoir si on va l'aider ou pas. Il est là pour terminer la course. Lui, il est focus à 100% sur la ligne d'arrivée. Il n'y a que ça qui l'anime. Tout ce qui va se passer entre un point A et un point B, il s'en fout. Et l'entrepreneuriat, c'est comme ça. L'entrepreneuriat, vous allez avoir plein de problèmes dans l'entrepreneuriat. Mais il faut rester focus sur votre objectif, sur la réussite, sur la personne que vous voulez devenir, sur l'objectif que vous vous êtes fixé. Donc là, il a son vélo, il a sa prothèse.
entre guillemets, il a presque tout ce qu'il faut, on va dire. Et il est serein, et voilà, mais tout, le fait d'avoir trouvé que des solutions, bah, ça lui a permis d'arriver jusqu'à l'épreuve des 180 km de vélo. Ensuite, il va pouvoir enchaîner avec le marathon, avec son fauteuil roulant. Et c'est la magie des solutions. Et encore une fois, c'est juste un état d'esprit, c'est juste une attitude à avoir. Ça ne demande pas de compétences intellectuelles ou de compétences physiques, c'est juste une réflexion, c'est juste un état d'esprit, encore une fois. Et cet état d'esprit, tout le monde est capable de l'avoir. Et moi, pareil, j'étais très mal rentré dans cette compétition. Là, je finis avec lui le premier jour. J'avais fini cette compétition moi, en 187 heures, je crois, donc quasiment 19 heures d'effort par jour. J'avais dormi 37 heures en 10 jours. Et on l'avait terminé ensemble. Et là, c'est la première journée. Il y a juste le type qui est mignon après. Donc c'est une compétition qui dure 10 jours. 10 jours. Il reste que 9 Ironman. Donc la suite, parce que je vois que le temps défile. On a parlé des excuses maintenant. Ah, faut le rebrancher. Donc on a parlé des excuses, maintenant on va parler du deuxième critère, c'est l'abandon. Et l'abandon aussi, moi je vais vous expliquer certains trucs, et je vais aussi vous montrer certaines vidéos qui vont, je vais pas dire encore plus loin que ça, mais pas loin. Donc se refuser à l'abandon, toujours pareil, ne pas faire découvrir cette solution à votre esprit. Pourquoi ne pas le faire découvrir à votre esprit? Parce qu'il faut comprendre comment fonctionne votre esprit, comment fonctionne tout ça. Si vous lui faites comprendre, c'est après, votre état d'esprit, il ne faut pas lui faire comprendre, il ne faut pas l'animer justement par l'abandon. Parce que l'abandon, quand on va abandonner, c'est quand on se sent mal. Voilà, au Mexique, je me sentais très très mal, j'avais envie d'abandonner. On se sent très mal, donc on a envie indirectement de retourner dans cette zone de confort. Parce que là, on est inconfortable, on n'est pas bien. Mais si vous le faites ne serait-ce qu'une fois, votre esprit, il va s'en rappeler. Et la prochaine échéance que vous allez avoir, la prochaine expérience que vous allez avoir, où vous allez être dans la même situation, où vous allez avoir envie d'abandonner, parce que ce sera trop compliqué, ben, qu'est-ce qui va se passer intellectuellement parlant? Ben, votre esprit va venir vous voir, il va vous chuter à l'oreille, peut-être rappelle-toi la dernière fois, on a abandonné, on est revenu dans notre zone de confort, mais qu'est-ce qu'on était bien après? On a pu dormir, on a pu manger, il y avait moins de stress, moins de problèmes. Mais ouais, mais c'est pas ça. Dans votre cahier des charges, par rapport à vos objectifs, il faut le notifier tout ça. La vie, elle n'est pas rose, l'e-commerce, l'immobilier, la bourse, la crypto-monnaie, c'est pas rose tout ça. C'est pas on investit, on gagne. C'est on investit, on gagne. Mais on prend aussi les emmerdes qui vont avec. Ça fait partie du lot, ça fait partie du jeu. Donc tout ça, il faut bien l'inclure dans votre cahier des charges dès le début. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire, l'abandon, il ne faut pas le faire découvrir à votre esprit. Voilà, vous pouvez très bien arrêter ou mettre en pause un projet ou réorienter vos voiles différemment pour faire des choses plus intelligentes, pour faire les choses de façon plus intelligente. Mais si vous avez envie de quelque chose, allez le chercher, allez au bout. Il n'y a rien qui doit vous arrêter. Il n'y a rien, il n'y a strictement rien du tout. Vous avez décidé d'aller au bout, d'aller chercher quelque chose, de construire quelque chose, de devenir une autre personne. Mais il n'y a rien qui doit vous arrêter. Les excuses, l'abandon, non, c'est à bannir tout ça. Il n'y a strictement rien. Tout ça, c'est réorienter vos voiles s'il le faut, mais n'abandonnez pas. Et là, juste un exemple. Juste avant de le lancer, ouais, donc là, c'est un exemple de Diane Agnad. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Diane Agnad ici? Généralement, il n'y a personne qui la connaît. Il y a toujours personne qui la connaît. Si toi, Mike, tu fais tous mes séminaires. Diane Agnad, c'est malheureux que personne, c'est pas un reproche que je vous fais, mais c'est plus un reproche encore aux médias que je fais, que personne ne connaisse Diane Agnad. Diane Agnad, en fait, elle a rallié la Floride à Cuba en natation, d'une traite. 177 km. Quand je dis d'une traite, c'est sans pause. Pour manger, c'était à la canne à pêche. Elle n'avait pas le droit de toucher le bateau, elle avait le droit de toucher rien du tout. Makench, rien du tout. Elle a fait ça en 55 ou 56 heures non-stop. Et ce que je veux vous dire par là, c'est un rêve qu'elle a eu. Et c'est un rêve qu'elle a commencé à 19 ou 20 ans. Elle l'a fait une première fois. Elle n'a pas réussi. Il faut savoir que de Floride à Cuba, il y a des requins. Et elle a décidé de faire ça sans cage anti-requin. Donc elle avait 3-4 bateaux qui la suivaient avec des ondes pour faire fuir les requins, ceci, cela. Donc elle a commencé à 19-20 ans, ça a été un échec. Elle a refait une deuxième fois, ça a été un échec. Elle a refait une troisième fois, ça a été un échec. Elle a refait une quatrième fois, ça a été un échec. À chaque fois, elle a amené à peu près une centaine de personnes avec elle. Déjà, annoncer un défi que je vais rallier Cuba, Floride à la nage, déjà, c'est un truc de fou. Déjà, on va vous prendre pour un fou. Déjà, il faut assumer de pouvoir prendre ses responsabilités pour annoncer un tel challenge. Et surtout qu'elle est à son 4e ou 5e échec.
Et elle continue de le faire. Et à un moment donné, elle l'a mis de côté ce rêve. Et son leitmotiv qui lui a dit « je vais le refaire, mais cette fois-ci je vais le réussir », c'est qu'elle a réussi ce rêve, elle avait 62 ans. 62 ans. Et son leitmotiv, ça a été de se dire bah, je vais démontrer aux sexagénaires que la vie à 62 ans, bah, elle n'est pas finie. À 62 ans, on peut encore avoir des rêves et on peut encore les réaliser. Et ça a été son leitmotiv. Et contre ça, il n'y avait strictement rien à faire. Elle était intouchable. C'est peut-être ce leitmotiv qui lui a manqué à 19 ans, à 25, à 30 ans, à 40 ans. Et à 62 ans, elle s'est dit bah, je vais réussir. Et il n'y a personne qui m'interdira cette réussite. Et là, c'est la fin des 177 km. Donc Diana Nath, c'est une américaine, qui est devenue conférencière. Vous pouvez la retrouver sur Wikipédia. Enfin, vous demandez à Google, il va vous la trouver. Je crois qu'elle a fait ça en 50 ou 55 ou 56 heures. La première fois que j'ai entendu parler d'elle, j'ai pris un papier, une feuille, j'ai essayé de faire des calculs dans tous les sens et tous les résultats que j'ai eus, c'était impossible. J'ai jamais compris comment elle a réussi à faire ça. Donc là, elle arrive, donc on n'a pas le droit de la toucher. Pour que ce soit officialisé, elle doit avoir les 2 pieds hors de l'eau. Sinon, c'est pas officiel. C'est comme, voilà, quand elle s'est nourrie pendant 56 heures, bah, c'était à la canne à pêche. Elle n'avait pas le droit de toucher le bateau. Donc là, pour que ce soit officialisé, bah, faut qu'elle ait les 2 pieds hors de l'eau. Donc voilà l'exemple d'une personne bah, voilà, qui a jamais abandonné, qui a toujours continué parce qu'elle savait qu'elle pouvait réussir. Elle a trouvé des solutions justement pour aller chercher ce challenge. Voilà, c'est peut-être le leitmotiv, peut-être il y a quelque chose, un projet qui lui manquait. Bah, ce projet, elle l'a trouvé à 62 ans et elle a réussi. C'était le projet d'une vie, mais elle a réussi. Un deuxième exemple rapidement, celui qui fait quelques secondes. Là, on se trouve, je vais être sur pause. Là, on se trouve au Mexique encore, à Léon. Là, c'était un an après, donc ça, c'était en 2016. En 2016, là, c'est Guy Rossi que je vous présente, un Français, 3 fois champion du monde de la discipline, 30 ans de compétition dans l'ultra-triathlon. Et c'est quelqu'un aussi qui connaît plus les excuses. Il sait absolument plus ce que c'est des excuses. Et là, on se trouve au Mexique, c'était en 2016, c'était sur un quintuple Ironman, en continu. Donc, quintuple Ironman, donc c'est 19 km de nage, 900 km de vélo et 211 km de course à pied. Et là, il en a à peu près à son 3e marathon. Et le beau vieux, parce qu'il a 69 ans. Il a 69 ans. Donc 69 ans, 19 km de nage, 900 km de vélo et 211 km de course à pied. Et là, 3e marathon, et le beau vieux, on le surnomme la tour de Pise. Parce qu'il commence à pencher, là, il va tomber. Et pour continuer, en fait, c'est sa femme qui est à côté, Annie. Et il a demandé qu'on lui mette un manche à balai dans le dos. Qu'on lui sangle les épaules, l'abdomen, pour qu'il se redresse et pour qu'il puisse continuer. Et là, il a fait 1,5 marathon avec un manche à balai dans le dos. Et c'est la solution qu'il a trouvée pour continuer. Sinon, il tombait, il trébuchait. Mais voilà, encore une fois, pas d'excuses. Alors, tout ce que je vous montre là, on est vraiment dans l'extrême. Je veux juste vous montrer ce que l'être humain est capable de faire. Avoir un rêve, c'est pas avoir 20 appartements, c'est pas être champion du monde de ceci, cela. Avoir un rêve, ça peut être tout simplement acheter sa résidence principale. Ça peut être se réconcilier avec telle ou telle personne. Ça peut être avoir des enfants. Il n'y a pas d'échelle, ton rêve il est mieux que le mien, ceci, cela. Les rêves, ils sont faits pour être vécus. C'est vraiment ça le message que je veux vous donner. Mais je veux vraiment vous montrer voilà, ce que j'ai vécu à travers l'entrepreneuriat, à travers le sport, pour vous montrer que c'est possible. Voilà, vous avez un rêve à réaliser, et il faut aller chercher votre rêve. C'est bon, livre. Un dernier, on se trouve encore, là c'est des photos rapidement, on se trouve encore au Mexique. Au Mexique, il se passe plein de choses. C'est encore en 2016, où là il y a eu un gros accident entre 2 athlètes, un Finlandais et un Argentin. Ils sont dans le dernier tour de vélo. Et au Mexique, c'est un peu borderline les courses. C'est ouvert à la circulation, il y a les enfants qui jouent de partout, il y a des animaux. Enfin, c'est vraiment très dangereux les compétitions au Mexique.
Et là, il y a la seule descente du circuit. Ils sont à bloc, les deux finlandais, argentins. Et là, il y a un gamin qui passe devant. Et les deux, ils pilent. Les deux, ils passent par-dessus le vélo. Il y a l'Argentin, bon, il s'en sort pas trop mal. Donc, il s'arrache un peu la jambe, ça va. Et le Finlandais, il tombe face contre terre. La tête explosée, la mâchoire éclatée. Tu peux mettre les photos? Non, vous verrez pas tout. Là, c'est l'Argentin, donc il y a de belles égratignures. Et en fait, l'histoire, c'est que l'Argentin, il est chirurgien de métier. Et en fait, donc ils sont au bloc opératoire, en haut à droite. Le chirurgien qui est en haut à droite, c'est le frère de l'organisation de la compétition. Les urgences, ils sont bondés, ils ont plus de chirurgien. Et en fait, l'Argentin a accompagné aux urgences le Finlandais. C'est l'Argentin qui a opéré son collègue avec qui il venait de chuter. Donc ils sont en train de l'opérer. Et là où on va encore plus loin, c'est que ces deux-là, ils se sont dit, on va reprendre la compétition. Donc pendant 3-4 heures, ils sont sortis de la course. Il a eu 22 points de suture à la mâchoire. Et ils sont revenus dans la compétition pour finir ce quintuple Ironman. Tu peux mettre la suite. Donc là, c'est le Finlandais. En plus, c'était le week-end d'Halloween. Donc il avait un gros pansement. Ça a continué de saigner pendant les marathons. Et encore. Donc là, ils finissent tous les deux. Ils se congratulent. À l'arrivée, tous les deux, ils finissent. Et ça, c'est le lendemain, la cérémonie où je suis avec le Finlandais et l'Argentin qui ont vécu une histoire. Ça a tourné sur les télévisions en Argentine, mais c'est vraiment une histoire qui est magnifique. J'ai vraiment, à travers l'ultra triathlon, j'ai vraiment vécu des histoires, mais énormes, humainement parlant. Et c'est vraiment ces histoires que je voulais vous relater pour vraiment vous montrer, parce que l'être humain, jusqu'où il peut aller. Avec un bon mindset, avec une bonne attitude. Eux, c'est pas des qualités athlétiques qu'ils ont, c'est ni des qualités intellectuelles qu'ils ont. C'est juste un bon mindset, juste une bonne attitude, juste un bon état d'esprit. Faut pas aller chercher midi 14h. Tout ce qu'ils ont fait ici dans la salle, tout le monde est capable de le faire. Il suffit juste de vous câbler comme eux. Ça va pas plus loin que ça. On va aller vite. Investir sur vous, ça on vous le dit depuis le début. Voilà, se documenter, se former auprès de ceux qui réussissent, mettre les moyens financiers, répétition plus temps égale résultat. Vous êtes une action, il faut vraiment investir sur vous. Aujourd'hui, l'être humain, il a aucune difficulté à faire un crédit ou à lâcher 10 000 euros dans une voiture. Pourquoi l'être humain, il met 10 000 euros dans une voiture? Pourquoi il met pas 10 000 euros sur soi? Parce qu'une voiture, tout simplement, c'est qu'on peut la toucher, on peut la voir, on peut frimer, on peut se déplacer avec, mais surtout, on peut la montrer, quoi. Et on peut s'en servir de suite. Que mettre 10 000 euros sur soi, ça va prendre du temps. On va pouvoir le montrer, mais peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, avant qu'on ait atteint une belle réussite. Mais ça va être long, donc c'est compliqué, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on ait une réussite. Investissez sur vous. Plus vous allez investir sur vous, plus vous allez réussir. En finir avec la procrastination. Alors moi, tout le monde procrastine, moi le premier, mais il faut éviter de procrastiner. Il faut éviter de remettre au lendemain tout ce que vous avez, tout ce que vous voulez faire. Il y a les réseaux sociaux maintenant, il y a les réseaux sociaux pour annoncer justement vos projets. Et il va falloir à un moment donné prendre vos responsabilités. Il ne faut plus avoir peur de prendre vos responsabilités, peu importe. Qu'on vous jalouse, qu'on vous critique, ça va vous faire grandir tout ça. Donc assumez de prendre vos responsabilités pour progresser, fixez-vous des objectifs, engagez-vous dans votre changement et dans votre projet et faites le point chaque semaine, tous les mois, tous les trimestres par rapport à vos échéances, par rapport au projet, par rapport tout simplement à la personne que vous avez envie de réaliser. C'est très important tout ça. Voilà, ne procrastinez plus ou en tout cas prenez les responsabilités d'annoncer vos projets. Ne pas exprimer de regrets. Voilà, une étude a démontré que les personnes qui sont en phase terminale ont pour principal regret de ne pas avoir osé ce qu'elles auraient voulu faire. Regardez derrière vous pour voir le chemin parcouru et non pour voir les regrets. Quand je me retourne et que je regarde tout ce que j'ai fait, je suis super fier. Je me retourne, je vois tout ce que j'ai fait dans l'entrepreneuriat, tout ce que j'ai fait dans le sport, et je suis super content. Et je vous invite à le faire. D'arrêter de vous retourner pour voir les regrets, de vous dire « Putain, si j'avais su, pourquoi je l'ai pas fait? Pourquoi j'ai pas osé passer à l'action ?» Non, maintenant, il va falloir que vous vous retourniez pour vous dire « Non, ça, je l'ai fait, je suis fier de moi. » Même si c'est pas grand-chose. Mais au moins, vous l'avez fait, vous êtes passé à l'action. Voilà, agir maintenant. Partager, échanger, ce que vous faites aujourd'hui. Le principal facteur de réussite, partager, c'est recevoir en retour. Et partager sera l'élément qui vous permettra de grandir et de réaliser vos projets. Et moi, tout ce que j'ai réussi à faire, et surtout, je me répète encore une fois, on a presque fini, Olive, c'est le passage à l'action. C'est ça qui va faire la différence. C'est d'implémenter et de passer à l'action. Et moi, j'ai décidé de passer à l'action par rapport à tout ce que j'ai pu apprendre. Tout ce que j'ai pu m'enrichir des uns des autres. Ce que je veux vous dire aussi aujourd'hui, c'est que dans ma vie, je suis peut-être au chapitre 50,
j'ai pas commencé par être champion du monde ultra triathlon. J'ai commencé par des 5 km, des 10 km, des semi-marathons, marathons, trail, ultra trail, Ironman, ultra triathlon. Dans l'immobilier, j'ai eu mes 14 premiers investissements, ça a été des studios. Après, j'ai acheté des immeubles de rapport. Mais j'ai pas commencé, j'ai commencé petit pour finir grand. C'est vraiment une course d'endurance, l'entrepreneuriat, le sport. Donc, passe à l'action. Donc, j'ai acquis 25 appartements, essentiellement des studios et 4 immeubles de rapport avec mon salaire de pompier. J'ai écrit 2 livres. Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1 750 € aux éditions Maxima. Petite parenthèse, j'en ai ramené 3 ou 4 avec moi. S'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas. Un deuxième livre sur les citations. Parce que les citations, ça me fait énormément réfléchir. Donc j'ai sélectionné toutes 365 citations qui m'ont fait réfléchir, que j'ai trouvé impactantes. Je raconte aussi 12 histoires de mon vécu. Donc restez motivés toute l'année. Puis je me suis pris à rêver de challenge sportif. Donc j'étais finaliste de la Coupe de France de full contact en 2007. Je me suis lancé dans les sports de combat. J'y connaissais strictement rien du tout, comme Enzo quand il a commencé. J'y connaissais, mais j'aimais pas la bagarre. Je me suis dit, je vais commencer les sports de combat et je veux aller très haut. Je veux aller très très haut. Bon, ça a dû s'arrêter à cause des pompiers. Après, je me suis trouvé aussi des excuses. Mais j'ai été finaliste de la Coupe de France de full contact en 2007. J'ai été vice-champion de France de karaté contact en 2009. Où en finale, j'ai affronté, pour ceux qui le connaissent, Karim Gadji, 6 fois champion du monde de K1. J'ai pris cher en finale d'ailleurs. J'ai été vice-champion de France amateur de boxe thaïlandaise en 2011. En course à pied, donc ça c'est quelques images. Full contact, karaté contact et boxe thaïlandaise. Puis je me suis mesuré pendant 3 ans en compétition de course à pied les plus prestigieuses. Donc j'étais finisher de l'Ultra Trail du Mont Blanc, 166 km, 9500 km de dénivelé, positif. Finisher de l'Ultra Trail Tour des Géants, 330 km de la distance autour de la vallée d'Aoste avec 24 000 mètres de dénivelé positif. J'ai fait l'ascension du Mont Blanc en solitaire, j'ai fait la traversée de la Manche à la nage, pas une partie parce que j'ai pas été au bout de ce challenge. C'est un challenge, voilà, où j'ai été échec, mais c'est pas grave, voilà, j'ai appris de mes erreurs, on va le recommencer d'ici 2 ans ou 3 ans. Donc le Mont Blanc, l'UTMB, Tour des Géants. Et en 2015, je me suis attaqué à la compétition la plus dure du monde, enfin pour moi qui est l'une des plus dures du monde, donc l'ultra triathlon. Donc l'ultra triathlon pose souvent la question, c'est quoi? En fait, les Ironman, c'est des Ironman, mais que vous multipliez. Donc c'est des double Ironman, triple Ironman, quadruple, quintuple, DK, double DK, triple DK. Donc moi, la saison où j'étais champion du monde, donc c'est juste après. Donc en 2016, je décroche le titre de champion du monde d'ultra triathlon. Donc là, on est au Mexique, où j'ai fait ma dernière course, avec le maillot de champion du monde. Donc l'ultra triathlon, cette année-là, j'ai fait à peu près l'équivalent de 36 Ironman en 7 mois. Donc j'ai fait un double Ironman, 2 ou 3 triples Ironman, un quintuple, un double DK. Donc double DK, c'était en Suisse, c'était un Ironman tous les jours pendant 20 jours. Et j'avais dû faire 3-4 Ironman en préparation. Et donc je finirai là-dessus. Donc réaliser un projet, ce n'est pas se demander si j'ai les capacités intellectuelles ou physiques pour pouvoir le faire. C'est agir et persévérer. Et la dernière, si lui y est arrivé, alors moi aussi je peux le faire. Et si j'y suis arrivé, alors d'autres y parviendront également. Allez, on peut se lever, je crois, pour Goulven. Merci infiniment. Merci infiniment d'être venu aujourd'hui. De nous donner ce mindset. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est possible, Business Challenge, l'homme Ironman. Voilà, pour ceux qui veulent le retrouver, j'ai un blog immobilier, www.businesschallenge.fr. J'ai un blog sport aussi qui est obsolète, www.sportchallenge.fr, qui est en train d'être refait. Il sera remis à jour cet été. Normalement, j'ai pris un peu de retard. Donc www.sportchallenge.fr ou www.businesschallenge.fr. Il y a une chaîne YouTube, Goulven Tristan. Donc voilà, où je fais plein de vidéos sur l'immobilier, sur l'entrepreneuriat. Le sport, j'ai pas trop commencé encore. Mais j'en ferai sûrement beaucoup de vidéos l'année prochaine à venir. Sport, ça s'appelle Sport. www.sportchallenge. Challenge aussi, on avait compris le mindset du tueur. Challenge, voilà. Bon, merci beaucoup. En tout cas, merci à vous pour votre attention et surtout, passez à l'action et vivez votre vie, quoi. Vivez votre vie. Tonton Goulven, moi je vais pas te brosser dans le sens du poil, c'est assez extraordinaire tout ce que tu nous as présenté. Ça a été quoi la plus grosse difficulté? Dans tout. Pas dans le sport, pas dans l'IMO, dans tout. Si aujourd'hui tu avais un truc sur lequel vraiment tu t'étais pété les dents, ça avait été dur, ça a été quoi et comment t'as fait? La première chose qui a été très dure, c'est, je reviens à ma prise de responsabilité. Déjà de m'engager en 2011 à l'Ironman de Nice, alors que tu sais pas nager ou que tu nages vulgairement à la brasse, tu sais que t'as jamais fait 180 km de vélo. J'avais fait 4 entraînements où j'avais roulé 90 km. J'avais fait 4 entraînements en piscine pour m'assurer que j'étais capable de nager sous 2h15.
parce qu'un Ironman, si on dépasse 2h15 en natation, on est éliminé. C'est le fait de prendre mes responsabilités, quoi, d'aller sur des terrains qui sont pas les miens et de vouloir faire aussi bien que les meilleurs. Comme pareil pour l'ascension du Mont Blanc, la veille de partir, la veille, on est à 20h, il est 20h. Je suis parti faire l'ascension à 2h du matin et je me retrouve à une tablée le soir à manger avec des Américains et des Belges, je crois. Et les discours des Américains, ils disaient ouais mais ils en sont venus à dire ouais mais faire l'ascension, il y en a qui font l'ascension du Mont Blanc tout seul sans aucune expérience, c'est inadmissible, c'est pas possible. J'ai mangé en 5 minutes, je suis parti. J'ai fait, s'ils ont le malheur de me poser des questions, de me dire qu'est-ce que je fais là, je vais me faire dégommer. Déjà, j'étais pas serein, j'avais peur. Non, ce qu'il faut retenir, c'est tout ce que j'ai fait, j'ai été animé par deux choses. La première, la passion. J'ai toujours été passionné par tout ce que j'ai fait. L'avantage d'être passionné, c'est quand vous vous cassez la gueule, vous continuez, parce que vous êtes passionné. Et la deuxième chose qui m'a animé, c'est la peur. La peur, elle a toujours été là et je sais qu'elle sera toujours là. La peur, c'est un rupteur. La peur, prenez-la comme quelque chose de bon. Je vois quelques vidéos, j'en ai vu une la semaine dernière. Moi, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. Et vous avez dû sûrement voir des gens qui s'amusent à faire des tractions sur des buildings dans le vide, ou des gens qui se filment sur des poutres et qui se cassent la gueule. Ça se passe masse, ils se cassent la gueule. Pourquoi ces gens-là, ils se cassent la gueule? Pourquoi ces gens-là, ils se mettent en suspension sur un building à vouloir faire des tractions? Parce que ces gens-là, ils ont pas justement ce rupteur. Ils ont pas cette peur. Et cette peur, mais ça les envoie au carton. Et en fait, la peur, ne cherchez pas à l'éviter, la peur. La peur, elle est là, mais elle est là pour vous protéger. Tout ce que j'ai fait, j'ai eu peur. Quand je suis parti de l'hôtel sur la ligne d'arrivée en Ironman en 2011, mais fallait même pas me parler. Mon père, il l'avait vu, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Et sur la ligne de départ, j'ai fait, mais qu'est-ce que je fais là? Après, il y a le coup de sifflet qui part. Après, voilà, vous mettez tout sur off dans le cerveau et vous y allez. Voilà, je suis parti en crawl, comme tout le monde, parce que j'étais un Ironman, j'avais le bracelet Ironman. Donc pour moi, j'étais un Ironman. Voilà, j'ai nagé 10 mètres en crawl, j'ai commencé à couler, à boire la tasse, à tout ce que vous voulez. J'ai repris ma brasse, quoi. J'ai repris la brasse, mais voilà, il y a toujours la peur qui sera là, mais si vous avez la passion, avec la passion, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et surtout, vous relever de tous les imprévus que vous allez connaître à travers tout ce que vous allez entreprendre. Merci beaucoup, Google.